Et il faut simplement reconnaître une évidence. L'économie américaine est la première au monde. Et elle est impliquée sur toute la planète, sur toute la surface du monde. Exactement. Mon général, petite plaisanterie, on peut dire, concernant les charlatans qui existent dans le monde, seulement pour votre information et pour l'information de mes auditeurs. Vous savez, la République islamique d'Iran, il y a déjà plusieurs années, il a fabriqué un sosie pour moi qui s'appelle Dr Hassan Abbasi. Ah non, je ne savais pas. Ah oui, vous pouvez le trouver sur l'Internet. Ça fait des années. Il est un idéologue de pensée terrorisme mondial. C'est lui qui avait, on peut dire, il était maître de Hezbollah libanais et de Hamas. C'est un général iranien, général de Pastaran. Il a 5 ans de moins que moi, il a 46, 47 ans. Il s'appelle Yadollah Ghazvini, mais ça fait plusieurs années qu'il a emprunté le nom de Dr Hassan Abbasi pour me salir dans le monde, enfin, et lui-même, on peut le trouver sur l'Internet, hein, en plusieurs langues, ça existe, tous ses propos, comme quoi lui-même, il dit que c'est nous qui nous avons fabriqué Hezbollah libanais, et comment on l'a fabriqué, etc., etc. Le terrorisme, il dit, on est fiers de terrorisme, patati patata, ça, on ne va pas entrer dedans, mon général. Mais les charlatans, écoutez bien, il y a déjà 4 ans, lui, il avait fait un discours dans une université en Iran, en disant que nous sommes capables, c'est-à-dire la République islamique d'Iran, avec nos alliés, de faire chuter l'économie mondiale, même l'économie américaine, et il donne un schéma de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a déjà 4 ans, il a fait ce discours, et aujourd'hui même, il parle encore dans les universités iraniennes à Téhéran, mais puisqu'il parle en personne, la plupart des fois on ne traduit pas en anglais. Alors, ils prétendent que ce sont ces gens-là, les idéologues, parce qu'en même temps c'est un général de Pastaran, il est professeur aussi à l'université des martyrs de Téhéran, mon général. Ah oui. Et Najjar, qui est actuellement le ministre de la Défense iranienne, et pour le part de Khaled Mash'al et tous ces gens-là que vous l'entendez, c'était ses élèves dans cette université. Et lui-même, il dit sur Google, sur YouTube, ses propos existent, il dit que c'est nous qui en a fabriqué ces gens-là, etc. etc. Alors, lui, il disait il y a déjà 4 ans, comme quoi nous sommes capables de détruire l'économie américaine, de faire ça, et de ramener des musulmans en pouvoir dans tous ces pays-là. Alors, c'est vrai que ça, c'est de plaisanterie, mais est-ce que vous, mon général, que vous êtes un général, un soldat, vos analyses sont formidables, vous analysez bien, vous voyez certaines choses. Alors, est-ce que les pouvoirs pétrodollars de Moyen-Orient, qui soient l'Iran et tous les autres alliés de peuple, ils sont capables de faire certaines choses comme on vient de voir? Non. Alors, mettre en difficulté les États-Unis, oui, ils le peuvent. Ils ont suffisamment de réserves. Je parle des monarchies pétrolières, oui. Pas de l'Iran. Hein. Les Saoudiennes et les autres, oui. Les monarchies pétrolières ont suffisamment de fonds en dollars pour mettre en difficulté les États-Unis. Les Chinois aussi. Hein. Ah, les Chinois aussi. Faut pas oublier. Oui. Mais ce qui est remarquable, c'est que les Chinois et les monarchies pétrolières soutiennent le dollar. Parce que le dollar est une monnaie de réserve internationale. Et ils le soutiennent. Et ils la soutiennent, cette monnaie de réserve internationale. Autrement, ils seraient eux-mêmes suicidaires. S'ils détruisaient le dollar, comme leurs fonds sont en dollars, ils se détruisent eux-mêmes. Et ils ne le font pas. Ils sont rentrés dans ce système. Bon, maintenant, la crise financière et économique, les touche aussi. Et ils voudraient bien trouver le moyen de remédier à cela. Je répète, il n'y a qu'un seul système possible, c'est l'État. Bon. Maintenant aussi, objectivement, le dollar se trouve en concurrence objective avec l'euro. Oui, exactement. Les monarchies pétrolières, tout comme la Chine,
font aussi provision d'euros. Et c'est là qu'il y a une concurrence au dollar. Et je répète, c'est salutaire. Maintenant, n'en tirons pas des amalgames, encore une fois, parce que l'euro n'a pas la puissance du dollar. Deuxièmement, l'euro, c'est pas tout à fait l'Europe, hein. Faut pas exagérer. L'euro, il y a une zone euro à 15, pas à 27. Oui, Hein? oui, ça Alors là, il faut être lucide aussi. Les économies des pays de l'Est, les Polonais, les Lituaniens, les Tchèques, ce n'est pas la zone euro. Bon. Alors, mais la question n'était pas là. La question est le dollar. Eh ben, oui, les Américains vivent sur le dollar. Et ils peuvent financer leur déficit en émettant une monnaie de réserve internationale qui est aussi la leur, le dollar. Et objectivement, les autres, les monarchies pétrolières et chinoises, sont obligées de les soutenir. Seulement, cela ne peut pas durer. C'est évident. Cela ne peut pas durer parce qu'il y a une concurrence qui apparaît, l'euro. Deuxièmement, parce que la crise est structurelle. Les États-Unis ne peuvent pas indéfiniment creuser leur déficit. Tôt ou tard, ils atteindront le fond de l'abîme qu'ils creusent. Et la crise conduit à creuser encore plus le déficit américain. Donc la crise va s'approfondir. Il n'y a aucun espoir de calmer la récession mondiale tant que les Américains n'auront pas retrouvé leur santé économique. Mais cette santé économique, comment peuvent-ils la retrouver? Certainement par les réformes qu'ils font. Ça, c'est sûr. Mais je répète, et je termine là-dessus, on boucle la boucle. C'est la patrie du libéralisme économique qui intervient la première au niveau de l'État. C'est comme ça. Voilà. Et ça, il faut ouvrir les yeux et le reconnaître. Excellent, excellent. Mon général, à l'époque, nous sommes avec le général Henri Paris, mes chers amis. Vous êtes en train d'écouter votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Et bien sûr, vous pouvez nous regarder à la télé en tapant ici maintenant .info. Vous pouvez nous regarder dans le monde entier et comme à la télé. Nous sommes avec le général Henri Paris. Je le remercie beaucoup ce soir. Pourtant, il était en repos, on peut dire, après son maladie. Mais je suis tellement ravi de vous avoir avec moi, mon général, puisque je vois quand on est en train de parler, votre voix, seconde après seconde, ça améliore et ça s'assoit dans votre santé aussi, puisque vous étiez toujours un soldat actif, plein d'énergie, avec une grande volonté de parler, d'intervenir, de vous exprimer sur le sujet que nous, on peut apprendre de vous, mon général. Ce soir, nous sommes dans l'école de démocratie, présidée par Henri Paris, mes chers amis. Alors, mon général, aujourd'hui, également, il y avait le Conseil national du Parti socialiste, mon général. Oui. Alors, les socialistes, je me rappelle, dans les années 80, on peut dire, un petit peu 90, mais plutôt 80, ils avaient conquis presque l'Europe. Partout, c'est les socialistes qui étaient en pouvoir, on peut dire, en France, avec Mitterrand, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, en Portugal. Oui. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'économie était un peu florissante, on peut dire, mais après, après la deuxième guerre de Golfe, c'est-à-dire l'attaque d'Irak vers Koweït dans les années 90, les problèmes ont commencé. Aujourd'hui, nous sommes au point que vous venez de nous dessiner. Alors, mon général, Parti socialiste, surtout Parti socialiste français, avec le Conseil national d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que pour demain, il peut y avoir un espoir de changement pour la France ou non?
Oui, écoutez, je vais encore répondre à cette question, je vais peut-être un peu parler, et puis si vous voulez bien, je vais vous quitter après. Bien sûr, mon cher ami, bien Bon, sûr. alors, le Conseil national du Parti socialiste, bon, il est français, hein, est sur la bonne voie. Bon, cette lutte, c'était une querelle de chefs. C'était une lutte, et ça reste une lutte pour le pouvoir. Bon, alors, l'intelligence la plus élémentaire conduit à cesser cette lutte. Bon, bon, alors, oh, elle n'a pas encore cessé, mais ils sont sur la bonne voie. Bon. Oui. Et donc ce Conseil national qui s'est ouvert et qui remplit finalement toutes les branches du Parti socialiste, bon, est tout à fait dans une norme intelligente. Il n'y a plus qu'à souhaiter qu'il continue. Alors, maintenant, ils ont perdu le pouvoir. Ben, ils ont perdu le pouvoir parce qu'ils ont eux-mêmes trahi les valeurs socialistes. Alors, je ne vais pas attaquer, en France, hein, Ouais. je ne vais pas attaquer quelqu'un. Hein. Mais enfin, sans faire de nominalisme, lorsqu'un responsable socialiste dit, alors qu'il est candidat à la présidence de la République, que son programme n'est pas socialiste, alors il y a de quoi tomber à la renverse. Bravo, oui. On se demande comment un responsable a-t-il pu sortir une telle chose, une telle énormité. Alors, il est évident qu'il se coupe à l'époque, qu'il se coupait de tout son électorat, enfin d'une partie de son électorat. Bon, alors, à force d'être partisan de l'économie de marché, eh ben, les socialistes ont fini par trahir leurs propres valeurs et se rapprocher de plus en plus du libéralisme économique qui vient d'entrer en crise. Alors il leur faut un programme. Alors pour ça, c'est trouver l'unité et ensuite se mettre au travail et forger un programme. Donner des réponses tout à fait concrètes à la crise économique telle qu'elle existe. Et en premier lieu, reconnaître et proclamer que cette crise économique est une crise structurelle. J'en reviens à ça. Voilà ce que je pense de cette situation. Bon, général, je vous remercie beaucoup, mais avant de vous quitter, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous nous informez sur votre prochain dîner débat que vous organisez, Démocratie Organise. Le sujet est assez intéressant. Je crois que parmi nos auditeurs, ils auraient des gens intéressés pour participer. Alors, c'est le 3 mars, n'est-ce pas? C'est bien ça, le 3 mars, nous avons un dîner débat sur la piraterie maritime et le terrorisme. Voilà. C'est au Cercle Républicain. Alors, les gens, ils peuvent réserver leur place s'ils vont venir en composant le 01 47 80 28 79, mon général, n'est-ce pas? Voilà, 01 41 30 70 42. D'accord, c'est l'autre, le 01 41 30 70 42. Voilà. Et pendant tout ce temps-là, mon général, que vous étiez un peu, on peut dire, malade, mais vos activités, ça continuait. Je vous félicite, mon général. Bravo, et je félicite votre charmante dame, chère Ariane, qui était à votre côté, la famille, vos enfants et vos amis, toutes et tous. Et j'étais tellement ravi de vous recevoir ce soir, mon cher ami. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt, bien sûr, le 3 mars, même avant, mon général. Moi aussi, merci beaucoup et à très bientôt. Bonne nuit à vous et à vos auditeurs. Merci, mon général. Bonne nuit à vous aussi. Au revoir.
Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet Ici et Maintenant. Alors, mes chers amis, après l'intervention de notre ami général Henri Paris, c'est votre tour, mes amis. Vous avez la parole. Je vous embrasse toutes et tous. Encore, je vais vous saluer. Merci de rester fidèle à votre radio. Vous m'avez manqué, mes chers amis. On est voilà ensemble. Il est presque minuit et demi. Et on va commencer par Guy et Faisal. Oui, bonsoir. Bonsoir Guy et bonsoir Faisal. Oui, bonsoir Guy, bonsoir Abbas. Oui, bonsoir Guy, monsieur Abbassi. Bonsoir. Bon, j'ai entendu le général, ce qu'il a dit, bon, c'est intéressant, mais son appréciation m'a pas plu quand il a parlé du président Obama. Je pense que c'est peut-être, je sais pas quel âge il a, donc en fait, comme il l'a vu arriver là, il se dit, oui, il est arrivé un peu comme si comme si c'était une lettre à la poste, et en fait, ça a été caricatural. Bon, parce qu'en fait, c'est un peu ce que répètent les journalistes. Déjà, le côté militaire. On va rester dans le domaine militaire, parce qu'apparemment c'est son domaine. Obama sait très bien, si Obama avait la possibilité de sortir de suite de l'Afghanistan, il serait sorti. D'ailleurs, son épouse, Michelle Obama, l'a dit. Lui, il voulait sortir de l'Afghanistan. Mais il peut pas. Il peut pas sortir de l'Afghanistan en 2009, parce qu'il est coincé par les lobbies militaires américains. Donc, la stratégie, avant même qu'il soit élu, le savait déjà, que le fait que parce qu'en fait ce que font les Américains et puis les Français, les Occidentaux en Afghanistan, c'est exactement ce que fait la France en Afrique avec l'armée française. C'est-à-dire que ce sont des gens, ils fabriquent des armes et ils ont besoin de les tester, de les acheter, de les vendre, de montrer que les armes sont fonctionnelles. Donc c'est ce business. Donc le général, il a tout faux sur il a vraiment tout faux. Soit mais je pense qu'il le fait.
Mais en fait, il essaye juste de caricaturer Obama. Donc en fait, il est très mal placé pour le caricaturer, parce que bon, je pense pas qu'il lui arrive à la cheville. Hein. Donc, Obama, s'il avait vraiment la possibilité de sortir d'Afghanistan, il serait sorti. Sa femme l'a dit plusieurs fois. Bon. C'est-à-dire, vous dites qu'il est coincé parmi les Pentagones, c'est les militaires américains. C'est pour ça que même au moment qu'il faisait son campagne, il a changé d'avis. J'entends pas beaucoup, là. Vous m'entendez pas, Guy? Attends, je vais être obligé de faire... Je t'entends très bien, Guy. Guy, c'est-à-dire vous pensez, Obama au départ, il avait envie de sortir d'Irak, mais même avant ces élections, il a pu constater qu'il était coincé par le Pentagone, par l'armée américaine, comme quoi il devait y rester encore un certain temps. C'est ça? Pour l'Irak, il avait déjà dit, l'Irak, il allait sortir il avait dit qu'il sortait en 16 mois. Bon là, hier, il a dit il sort en 19 mois. 3 mois supplémentaires. Et on a entendu les journalistes dire, ah ouais, il a pas tenu sa promesse, il a dit qu'il sortait en 16 mois, maintenant il sort en 19 mois. Bon, il va former, mais bien sûr qu'on peut former une armée en 3 ans. mais forcément, le problème c'est que ce sera extrêmement instable avec les Iraniens, c'est une poudrière. Donc en fait, comme ce sera une poudrière, soit les Irakiens diront, bon ben, les Américains on n'en a pas besoin, ils partiront, bon ben, s'ils disent on en a besoin, ils resteront, mais pour moi, par contre il y a une deuxième erreur aussi là, que le général aussi a tort, il a faux, quand il dit que Bush, ça aurait été pareil si Bush aurait été là, c'est-à-dire McCain, il a dit qu'il voulait rester encore 100 ans en Irak. Donc là, le général, il a encore faux, là il a menti, parce que McCain avait dit la campagne, il serait resté 100 ans en Irak. Donc Bush, c'est McCain, c'est la même chose. Donc là aussi, c'est un mensonge. Donc là, les journalistes en ce moment, les journalistes français, hier, ils ont dit la même chose, de dire, mais oui, mais bon, Obama, Bush, c'est presque la même chose. Et ça, c'est une manipulation mentale. D'accord. Alors, on peut pas dire, Guy, mon cher Guy, on peut pas dire que c'est des mensonges, c'est-à-dire les analyses, ça varie selon les informations que nous avons, chaque individu, et surtout, malheureusement, le général Henri Paris est absent pour répondre, mais on poserait la question prochainement. Reste avec nous, Guy. D'accord, mais il a son appréciation, mais elle est fausse. D'accord. Alors, c'est Faisal. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Faisal? Merci, Guy. Pour Général Paris, il est né en 1935, donc je crois qu'il a plus de 79 ans, je crois, maintenant. Donc, 79 ans, avec la bonne mémoire. Non, on ne va pas parler sur l'âge de Général Paris, s'il vous plaît. Alors, Faisal, vous, que pensez-vous sur le conflit américain dans le Moyen-Orient, arrivée d'Obama? Exprimez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Les dernières nouvelles que j'ai actuellement, c'est que le gouvernement américain il a besoin de l'appui de la Pologne pour faire ses missiles, pour étendre son système antimissiles en Pologne. Et puis les Polonais, ils ont dit textuellement qu'ils attendaient un écrit de la nouvelle administration américaine pour étendre leurs missiles antimissiles en Pologne. Juste la deuxième information, juste vis-à-vis de ça, l'Ukraine a rejeté carrément le nouveau système de radar russe qui est performant et puis depuis à peu près 9 mois exactement, les Ukrainiens ils ont arrêté les radars longue perception, on va dire, des Russes, et puis les Russes maintenant ils demandent le rapatriement de ces radars-là. Donc voilà. Juste pour l'Iran, M. Abbassi, pour l'Iran, il y a un nouveau livre qui va apparaître en février, en avril, oui. De l'ex-directeur de la DST, M. Yves Bonnet. Oui. Et c'est sur l'Iran. Donc le titre c'est la face cachée des services secrets iraniens. Il parle du VEVAC. Voilà, donc il n'hésite pas à écrire que Washington et Jérusalem, ils étaient impliqués à la création de ce service-là. Oh, ça, tout le monde le sait, hein. Et de la sécurité intérieure iranienne. Mon cher ami Faisal, Monsieur Yves Bonnet, il ne va pas nous dire quelque chose de nouveau, puisque tout le monde sait que ça va, que c'était fondé. Oui, Guy. Monsieur Abessi, il y a par rapport à ce qu'a dit Faisal. Oui. La Géorgie, dernièrement, McCain, en pleine campagne électorale, il a dit qu'il fallait frapper la Russie, qu'il fallait riposter.
Oui. Et c'est Obama qui s'y est refusé. Donc là, on voit encore que le général, il a 40 ans de retard. Bon, c'est parce que là, on est passé très très près d'un conflit qu'on ne savait pas les conséquences. Bon, c'est vrai qu'on a vu Sarkozy s'agiter, il a fait son travail, certes, mais si les Américains voulaient frapper, ils l'auraient fait. Oui, mais voilà, donc on le est passé conflit très en très près. Géorgie, c'est quelques brigades. Brigades, ça veut dire en termes militaires, c'est quelques. Il n'y a pas d'implication de grande échelle de l'aviation de la marine. C'est en fait un déplacement de troupes terrestres, quoi. C'est tout. J'ai pas bien compris, Faisal. Le conflit en Géorgie, si tu veux, il y a eu comme pénétration. Non, mais le début du conflit, on le connaît. Mais je parlais de la riposte américaine qui est de justesse, que McCain voulait la faire et Obama péché. C'est ça que je parlais. Le problème de troupes, ça n'a rien à voir. C'est un conflit entre Américains et Russes. Ça n'a rien avec la Géorgie. Parce que le président Géorgie a attaqué à minuit parce qu'il était sûr que Bush allait riposter. Bush, il était déjà out depuis 6 mois, il est out, Bush. Oui, c'est ça. Exact. Donc en fait, la version officielle, c'est celle-là. Les journalistes n'ont pas dit. Les journalistes nous ont dit c'est Sarkozy, mais c'est pas Sarkozy qui avait quoi que ce soit. C'est Obama. Qui a appuyé sur cette... McCain, il voulait appuyer. Oui, c'est vrai. Ah, ouais, mais il a eu tort, des conseillers politiques. Donc voilà, donc tu vois que le général qui est passé avant, il a 40 ans de retard. Je dirais une dernière chose. Allô ? Vas-y. Quand il parle de la crise économique est due à l'endettement que Bush a créé en Irak. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les crédits qu'ils avaient créés sur les subprimes, en fait, c'est une arnaque. C'est pas le capitalisme qui est le problème de cette crise. C'est les escrocs. Là encore, le général a tort. Donc, c'est pas une question que les journalistes vont devenir communistes, que les socialistes doivent devenir communistes. Là, il est complètement à côté de là. Alors, Guy, reste avec nous. Faisal, reste avec nous. Bernard, vous avez la parole. Guy, Faisal et tous les autres auditeurs, je vous prie de vous exprimer vous-même, puisque mon invité n'est plus là. On ne parle pas sous son dos, comme vous le savez, comme d'habitude. Par exemple, vous pouvez donner vos avis. Moi, Guy, je veux bien que tu nous informes qu'est-ce que toi, t'en penses concernant cette crise mondiale. C'est très intéressant. Si tu penses qu'il y avait un complot, reste avec nous. Mais on va écouter maintenant Bernard. Et après Bernard, Faisal et Guy, vous avez encore la parole. Bernard, on vous écoute. Oui, bonjour, monsieur David Abbassi. Bonjour. Vous me connaissez bien, hein, j'interviens comme le poil à gratter dans vos émissions. Alors là, je remarque qu'on a un auditeur qui s'appelle Guy et qui, à chaque fois qu'il intervient sur l'antenne, c'est toujours de la faute des Blancs et c'est les Noirs qui sont les meilleurs. Comme il vient de faire la réflexion, Monsieur Obama est le meilleur, Monsieur je sais tout, et on connaît quand même le parcours de Guy, puisque il se vante par exemple de militer à la tribu K, par exemple. Hein, et quand on voit que ces coréligionnaires aux Antilles foutent le bordel comme ils sont en train de foutre le bordel et comme les négros foutent le bordel en général en France. Ne dis pas les négros, s'il te plaît. Oui, excuse-moi, j'ai fait un écart de langage involontaire, mais enfin, j'en pense pas moins. Quand on voit le bordel qu'il y a aux Antilles, où on a des Français blancs qui préfèrent se casser des Antilles tellement c'est invivable. Il n'y a plus d'essence, les magasins ferment, vous avez des syndicalistes noirs qui foutent des coups de bâton à ceux qui refusent de baisser les rideaux, et on a ce monsieur Guy là, qui n'en est pas à ses premiers excès envers les Blancs, dire que l'armée française en Afrique se comporte comme des porcs. Mais pourquoi, Bernard, toi, tu ramènes l'histoire de noir et blanc? Nous sommes à la radio ici. Moi, je ne vois pas couleur de personne. Je ne sais pas que toi, tu es de quelle couleur. Et Guy non plus, je ne sais pas, il est de quelle couleur. On ne parle pas de couleur des gens. Guy, vous avez la parole. Mais on parle des idées, Guy, oui, s'il te plaît. On va analyser, discuter sur les idées des gens. Monsieur David Abbassi. Oui. Voilà, moi je vais conclure. Non, mais je vais conclure et je vais laisser Bernard vomir à l'antenne.
Bon, la tribu K, je n'ai aucun rapport avec la tribu K, Voilà. parce que la tribu K travaille avec Le Pen et les Dieudonné, et donc ces gens-là, je les combats, j'ai rien à voir avec eux. Mais je suis bien noir et fier de l'être, donc ça c'est pour répondre à Bernard. Bon, moi je vais juste conclure sur la crise et ce point. La crise économique actuelle mondiale est due à des escrocs du système financier comme Kerviel et Madoff, qui sont des escrocs. Donc ça n'a rien à voir avec le système lui-même. C'est que quand vous faites signer à quelqu'un à un prêt de 500 € par mois et que vous savez très bien que dans 2 ans il aura 3000 € à rembourser, il ne pourra pas rembourser. Donc la crise c'est ça. C'est pas qu'on a prêté à des gens malheureux, noirs, foncés de peau, mexicains, qui sont malhonnêtes, qui ne remboursent pas, ça n'a rien à voir. Là encore, il y a une manipulation des journalistes. Et plus le déficit que Bush a créé avec la guerre en Irak, c'est voilà des erreurs économiques, stratégiques qui ont conduit à cette crise. Voilà. C'est-à-dire, Guy, Guy, tu restes avec nous une seconde. J'ai une question à te poser, Guy. Tu as... Ah, il est parti, Guy, quand même, il est parti. Ah, ok. Faisal, vous avez la parole et après vous, ça sera Bernard. Faisal, on vous écoute. Oui, encore une deuxième fois pour Bernard. Cher ami, je sais bien que tu écoutes ce que tu dis, mais tu es conscient de ce que tu emploies comme mot, comme terme. Donc on est dans une discussion constructive. Et encore merci David de cette soirée. Et d'ailleurs, c'est vrai, sur Internet, il y a un certain David aussi Abbassi quand on tape votre nom. Ouais. Ton nom, et puis on ressort directement sur un truc du Hamas. Ça, c'est vrai. Ah oui, voilà, le Hamas et même Hezbollah et tout ça. Hein, et aujourd'hui, moi, j'ai enregistré à peu près j'ai mis dans mes favoris, dans un dossier spécial, tous les liens, et c'est vrai qu'il y a une certaine collusion avec votre nom. Oui, ça fait des années qu'ils ont fabriqué cette sousie qui s'appelle Docteur Abbassi. C'est un idéologue de Pastaran révolutionnaire iranien. C'est un général de l'armée révolutionnaire iranienne. C'est lui qui a formé Hezbollah libanais, et lui-même il dit, avec Hamas, c'est lui-même qui dit, depuis des années ils sont en train de nous salir, grâce à tous ces travaux laïcs que moi j'avais fait, qui avaient beaucoup de bruit dans le monde entier, alors les ayatollahs aussi. Est-ce que vous connaissez est-ce que vous avez vu le reportage est-ce que vous avez vu par exemple, je sais pas par hasard, le reportage qui est passé sur France 2, à peu près 2 semaines sur l'Iran. L'Iran, le titre c'est l'Iran et l'Occident. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, l'ancien président de l'Iran, là, juste avant... Khatami, oui. Khatami, exactement. Il a vraiment affirmé qu'il a contribué lui-même voilà, bravo. Une rupture une rupture, parce qu'avant c'était une liaison. Mais maintenant, le Khatami, il avait fait en sorte de faire une rupture entre le Hamas et le Hezbollah, parce qu'il soutenait ces deux pays-là, enfin ces deux partis-là, partis politiques, hein, entre parenthèses. Et il leur a dit, si maintenant vous ne nous obéissez pas, on va couper les vivres. Donc c'est une affirmation que l'Iran a vraiment soutenu ces deux partis politiques. Oui, Bernard, vous avez... Attends qu'il finisse Faisal, Bernard. Bernard, tu es là, tu t'inquiètes pas. Laisse Faisal finir, après vous avez la parole. C'était très intéressant, c'est vrai, dans ce reportage, écoutez toutes nos émissions qu'on a fait depuis 10 ans, tout ce qu'on nous on avait dit, que même pour nous parler des fois, certaines personnes lui disaient non, c'est pas vrai, et c'était confirmé, comme tu viens de dire, Faisal, par le pouvoir iranien. Le général, le colonel Rafirdous, Mohsen Rezaï et tous ces gens-là, oui. C'est tellement rare qu'on voit des personnages iraniens passer à la télévision française que ce jour-là, je suis resté, j'ai travaillé le lendemain, je suis resté toute la nuit, quoi. Et puis on peut revoir ces reportages-là, à mon avis. Donc c'est des affirmations. Il y a eu même des sujets plus importants comme le nucléaire iranien qui les a vendus, qui les a donnés. Les chercheurs qui sont partis, ils sont revenus. Bon voilà, je rappellerai plus tard peut-être et je vous dis... merci Faisal, merci Faisal. Alors Bernard, nous sommes avec Farid aussi, on va écouter Farid. Après Farid, Bernard il a la parole. Farid, bonjour. Bonjour monsieur Abbassi. Comment allez-vous Farid? Farid, on vous écoute. Oui,
Alors moi, je voulais intervenir par rapport à la crise donc économique. Comme le disait le général Paris. Que toi, tu l'aimes beaucoup, hein? Attendez. Que tu l'aimes beaucoup, général Paris, tu l'aimes beaucoup, Farid. Ben, je l'aime pas particulièrement plus ou moins, non. Je n'ai pas un avis tranché, je le connais pas suffisamment. Mais ta voix, ça changeait un peu, Farid, ça va? Oui, ça va. Ah. Mais bon, voilà, par rapport à ce qu'a dit le général Henri Paris, lorsque tu lui as posé la question par rapport à la crise économique, le marxisme, alors il a dit que le marxisme était ni mauvais ni bon. Lorsque tu as dit est-ce qu'Israël, par rapport au Hezbollah et au Hamas, est-ce qu'ils ont gagné? Il a dit ils n'ont ni gagné ni perdu. Bon, moi j'ai pour impression qu'on n'en sait pas beaucoup plus en fait. Hein. Par rapport aux idéologies marxistes, communistes et au capitalisme, c'est-à-dire la loi du marché, le marché capitalistique, en fin de compte, les deux sont mauvais. Le capitalisme, même avec des règles, on voit ses limites, puisqu'on arrive toujours à corrompre, tu vois, quand on a vu Madoff qui a échappé à tous les contrôles. Donc la corruption existe dans le système capitaliste. Le communisme a fait la preuve de son échec, et au bout du compte, il reste quoi, en fait? Il reste quoi? Ben, il reste la vertu des finances islamiques. C'est la seule chose qui peut fonctionner. Tu comprends? C'est quoi, finance islamique? La finance islamique, c'est qu'on prête de l'argent pour le business, mais on n'arnaque pas. Tu comprends? Il n'y a pas d'arnaque. Est-ce que ça existe quelque part, cette système de crédit existe dans quelques pays? Ça n'existe pas. C'est dans le pensée. Non, le seul fonctionnement qui est vraiment vertueux, c'est le système islamique par rapport aux finances. Parce que tout est régi par la moralité. Et le capitalisme, il est régi par l'arnaque. Le communisme, par la dictature. Il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de Dieu. Le capitalisme, il n'y a que l'argent comme Dieu. Et il reste l'islam. L'islam a prévu les finances, comment on appelle ça, les impôts. Et forcément, c'est une gestion qui est en dehors des hommes, qui est divine pratiquement. C'est la seule gestion c'est des hommes. C'est n'importe quoi, Farid. Divine, ça veut dire c'est le Dieu qui fait l'économie. Il est où le Dieu? Oui, écoute, la gestion financière, il suffit de se reporter au Coran pour savoir que tous les principes, lorsqu'on adapte le Coran, on est forcément dans le droit chemin. Qu'est-ce qu'il dit exactement le Coran à ce sujet? Farid. Écoute, les banques islamiques en Angleterre n'ont pas spéculé dans le sens, c'est-à-dire arnaque. Ils ont prêté de l'argent pour le business, mais ce sont des gens tellement vertueux qu'ils n'ont pas eu de problème. Il n'y a pas de question d'être vertueux. Ces gens-là, ils financent, et tu sais, beaucoup de fonds de ces banques-là que tu es en train de les citer comme des banques divines, leur avoir été gelé par les Américains, par les Britanniques, par les Européens, puisqu'ils finançaient les mouvements terroristes. Si, non, mais écoute-moi. Si, Farid. Si. Non, quand on prête de l'argent à un pauvre malheureux pour se loger, en sachant à l'avance qu'il ne pourra pas rembourser et qu'on prête quand même, ça montre les limites et la moralité de ces gens-là. Non, ça, dans l'islam, c'est impossible, ça. Non, ça, Guy, il avait tout à fait raison tout à l'heure, puisqu'il y avait une magouille sur le financement américain, surtout pour le logement. Mais c'est le système capitaliste, ça. Non, ça, c'était, à mon avis, moi, j'avais ici un autre invité mois de décembre. C'était Montorsi, Pierre Montorsi, c'était un notaire qui était notre invité. Lui, il pensait que ça, c'était un coup monté, c'est-à-dire question de crise économique actuelle. Sans aucun doute, il y avait certaines grandes
banques, aux grands financiers qui ont profité. Et puisque tous les crédits qu'ils ont donnés aux États-Unis, c'était déjà assuré par d'autres banques. Ça, c'est un peu plus délicat que ça. Moi, j'invite les gens, s'ils ont beaucoup d'informations, des informations non dites, et viennent témoigner ici et maintenant, ce soir. Surtout, Farid, il ne faut pas oublier, Guy, il était en train de nous donner certaines informations assez intéressantes. Écoute, attends, Abassi, David. Oui, Farid. Déjà, la saisie, déjà, tu vois, la saisie, à partir du moment où on prête de l'argent à quelqu'un, on sait très bien qu'il va être saisi parce qu'il ne pourra pas rembourser, ça part déjà d'un sentiment pourri. Et dans l'islam, on ne saisit jamais, on n'achète jamais un bien saisi. D'abord. Parce que tu ne fais pas du beurre sur la misère de l'autre. Ça, c'est le principe islamique. Et ça, c'est dans la règle de l'islam, c'est la règle numéro 1. Donc, à partir de cette règle-là, je pense que toutes les choses sont dites. Il n'y a pas besoin de faire 36 ans d'école supérieure de mathématiques pour comprendre. L'islam, c'est quelque chose de moral par rapport aux finances et à la gestion des biens qu'on a sur cette terre. Il n'y a que l'islam qui peut sortir de cette crise. Franchement, il n'y a que ça. Alors, l'islam, Farid, encore, je répète, c'est quoi son économie? Qu'est-ce que tu sais sur l'économie l'islamiste? Oui, il y a quelque chose qui se rapproche, je vais te dire, par exemple, il y a quelque chose qui se rapproche, c'est le commerce équitable. Il y a quelque chose qui se rapproche, et c'est presque une doctrine islamique, ça. À une nuance près, il ne se réclame pas de l'islam. L'équité. Tu vois, il n'y a pas d'exploitation de l'homme par l'homme. Comment tu peux être sûr de ça? Esclavagiste existe dans l'islam. Mais il n'y a pas d'exploitation abusive. Tout le monde a le droit de vivre. Et on ne saisit pas les gens. On leur fait miroiter des crédits avec des plus-values et puis tout ce qu'on veut, alors qu'on sait pertinemment qu'on va les saisir. Et c'est volontaire et ça a été provoqué et voulu, c'était un complot. Ça, c'est tes idées à toi, Farid, mais ce n'est pas la réalité et la vérité de l'islam. L'islam, il soutient dans le Coran l'esclavagisme, qui est déjà mort dans le monde, et le système économique aussi est varié, mon ami. La moralité, elle n'est que dans la gestion islamique. Elle n'est pas ni dans le communisme, ni dans le marxisme, ni dans le capitalisme. Elle est dans l'islam. La moralité, elle n'est pas ailleurs. Mais tu es en train de donner des slogans. Parle un peu, nous, de rationalisme. Et donne-nous un peu des idées précises. Rachid, bonjour Rachid. Nous sommes avec Farid, Rachid. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Rachid, bonjour. On est avec Farid, allez. Bonjour Farid, ça va? Salam alaikum. Oui, j'ai entendu, je ne suis pas exagère dans le Coran, pas du tout. Hein. Ça, entre Excusez-moi, je vais éteindre parce que j'entends mal, je vais écouter à la radio. Hein. Allô? Ok. Je vais écouter à la radio, moi. Ok, merci Farid, au revoir. Merci. Mais oui, alors pour... allô? Oui, on vous écoute, Rachid. Pour répondre à Farid, plus concrètement, hein, c'est-à-dire, il disait que les finances dans le domaine musulman, il s'appuie sur le moral. Il faut être moral. Et seulement le problème, c'est qu'il n'a pas donné un exemple concret. Hein. Et toi, Abbassi, tu as demandé qu'on prouve ce qu'on dit. Or, premièrement, les prêts entre banques ou d'une banque musulmane à une entreprise ou un artisan qui veut monter sa boîte, il est une unité contre une unité. Il n'y a pas d'intérêt. C'est interdit. Ça, c'est un point qui est officiel. Hein? Et je dis entre parenthèses, je cite la ministre de l'économie, il y a, je crois, à peu près 2 mois, elle a évoqué le problème de faire intervenir les institutions financières musulmanes en France. Je ne sais pas, Abbassi, si tu es au courant de ça. Alors maintenant, vous dites le Coran dit, le Coran, moi je vais vous dire une chose, est-ce que vous savez, le verset, ceux qui thésaurisent
thésauriser, hein. Ceux qui thésaurisent l'argent et l'or et ne le dépensent pas dans la voie de Dieu, c'est-à-dire dans le bien commun, annoncent-leur un supplice douloureux. Nous y sommes. Ça c'est le Coran. Répondez-moi si je dis quelque chose qui n'est pas juste. Je répète, ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne le dépensent pas dans la voie de Dieu, annoncent-leur un supplice douloureux. C'est bien ça. Donc, sans être spécialiste, pas du tout, ni religieux encore. Bon, je suis musulman, d'accord, mais enfin, bon, ce sont deux points concrets répondant à l'intervention de Farid qui est dans le sens de morale qui est exact. Alors maintenant, pour répondre au général Paris, je le salue. Alors, il n'y a pas de réponse pour le général Paris, puisque lui, il n'est pas là. Je t'ai dit, vous allez... Non, ne vous en faites pas. Non, pas du tout, je ne me permets pas. De toute façon, moi, je trouve son intervention est très correcte, très posée, absolument, très neutre, alors que, par exemple, sauf une petite chose, quand il compare la Chine et les monarchies et les pays pétroliers. Ça je trouve pas tellement exact. Pourquoi? Parce que la Chine repose sur quand même une infrastructure moderne et une mobilisation dans le savoir technologique incroyable. C'est bien ça, hein? Sandrine, bonjour. Allô? Nous avons Sandrine avec nous, Farid. Oui, alors je continue un peu. Attends, Léa aussi est avec nous. Léa, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Non, je voulais remercier Farid parce qu'il a un autre prénom sur une autre radio, hein. Mais donc je reconnais sa voix, il est très sympathique, j'aime bien d'ailleurs. Par contre là c'est un peu de la propagande. Pardonnez-moi du peu. Hein. 100% de propagande. Alors, pardon? c'est pas fini, hein. Vous avez tout à fait raison, c'est 100% de propagande. Ben, complètement. Donc là c'est très mauvais, hein. Je suis pas d'accord tellement avec lui, mais totalement propagande là. Et même voilà, donc là ça va pas du tout là. Hein. Mais je lui fais un bisou quand même, hein, parce que je lui en veux pas. Hein. Non, tu es gentil, c'est vrai. Ce que je viens de te dire, Rachid, c'est-à-dire toi, tu annonces des slogans sans nous donner des preuves. Au moins, Rachid, qu'est-ce qu'il a fait, Rachid? Mais Farid, il est parti. Mais Rachid, toi, il partira, hein, attendez, Rachid, il est parti parce qu'il va aller sur notre radio pour refaire sa propagande là. Non, là, c'est pas bon, hein, excusez-moi. Non, madame, je suis pas parti, je suis là. Rachid, il est là. Vous dites propagande. Non, je parlais pas de vous, je parlais de l'autre. Il parlait de Farid. Non, mais d'accord, propagande, Farid n'a pas dit une propagande, il a dit une vérité. Léa. Oui, alors, moi je comprends pas. C'est Léa qui parle. Bonjour Léa. La religion et l'économie. Exactement. Ça me dépasse, ça me révolte, ça m'exaspère. Moi aussi, j'avoue que je suis un peu déconcertée, pardonnez-moi, monsieur l'animateur, je suis déconcertée par ce langage-là que je trouve sur notre radio. Et là, je suis très déconcertée par la façon dont les gens parlent. Là. Je suis vraiment déconcertée. Surtout de l'islam qui parle esclavagistes et surtout l'islam qui n'a pas. Écoutez, soyez sûrs et certains aussi que l'islam, il n'a pas de projet économique ni social. Et on vient en fait de propagande, Rachid. Monsieur Abbasi, ne dites pas propagande, je n'ai pas de propagande. Oui, là. Attends, on va écouter un par un. Léa d'abord. Léa. Par la radio ici et maintenant. Oui. Des fois, j'ai l'impression d'entendre des brèves de comptoir, ça part dans tous les sens, et je me demande si la radio ici maintenant a une ligne éditoriale. Non, vous devez intervenir comme vous venez de le faire maintenant, Léa. C'est-à-dire, chaque fois, n'oubliez pas, et quand il n'y a pas des appels, il y a 3-4 personnes qui appellent, qui ont les mêmes idées, que les lignes sont occupées, vous ne pouvez pas intervenir. Moi, je suis là une fois par mois, mais tous les collègues ici et maintenant, ils respectent ça aussi, ne vous inquiétez pas, on ne filtre pas les appels, mais par contre, vous devez intervenir. C'est-à-dire, comme vous avez fait vous et Léa, je vous remercie beaucoup, vous devez intervenir, vous devez bouger dès que vous voyez quelque chose. Oui, mais j'étais très choquée voilà. qu'on puisse parler de l'apport de l'islam
dans le domaine financier, c'est pour ça que j'interviens. Voilà. En plus, les caisses qu'il est en train de citer, les banques islamistes à Londres, même aux États-Unis, c'était fermé puisqu'il soutenait les terroristes, il finançait les terroristes. Et bien sûr, voilà. C'était des fonds que les terroristes servaient, et pour plusieurs millions de dollars étaient gelés de ces banques-là. Tous les banques que Farid les a citées, c'était des banques qui soutenaient les terroristes. Je ne sais pas si vous m'entendez, je vais vous laisser. Sandrine, je vous écoute. Voilà, j'avais mon mot à dire et je le dis. Voilà, mais je vous écoute. Hein. Merci Sandrine. C'est pour ça que Léa, Rachid, restez avec nous, vous avez la parole. Léa, je veux vous remercier, et vous, Sandrine et tous les autres. Chaque fois, quand vous voyez n'importe où, ce n'est pas seulement sur notre antenne, à la radio, à la télé, dans un journal, quand vous voyez, il y a des propagandes, il faut que vous soyez présents. Il fallait que vous soyez présents. Soyez présents. Parce que c'est vrai, de temps en temps, on dit n'importe quoi, puisque parler, ça ne coûte rien. Il vient de nous ramener quelques versets de Coran qui existent. Mais aujourd'hui, les milliardaires du monde aussi, c'est des musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, notre ami Rachid, il dit garder l'argent, avoir des économies, c'est interdit en islam. Mais qui pratique ça? Il y en a un verset qui existe, mais il y a 150 d'autres versets qui même soutiennent l'esclavagisme dans le monde civilisé d'aujourd'hui, et qui existent en Arabie Saoudite, qui existent dans les pays Golfe Persique. Même jusqu'à aujourd'hui, ils ramènent les gens de Philippines et de Pakistan, et ils les traitent comme des esclaves. Bien sûr. Les femmes de ménage philippines et pakistanaises sont traitées comme des esclaves. Exactement. Tu as vu ce qui se passe en Algérie, David? Non, écoute Rachid, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Dites-moi, Eléa. Tu n'as pas vu que Boumedienne va être président à vie? Qui? Boumedienne, Bouteflika. Parce que Boumedienne, ça y est. Bouteflika. Voilà, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure avec Général Paris. Il n'y a pas de démocratie. L'individu, il est président, il doit rester éternellement. Allô? Oui, Rachid. Oui, est-ce que je peux parler? Oui, nous sommes avec Léa. Léa, Princesse Léa. Léa. Oui, je vous écoute. Léa, vous dites propagande. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bon, d'accord, merci. Donc, Léa, je vous salue, entre parenthèses, et que le problème, Léa, c'est pas question de propagande. J'entends mal, hein? C'est pas question de propagande, et ce n'est pas question de lier la religion avec la vie de chacun et de tous. Pas du tout, le problème n'est pas là. Mais seulement le problème sur le plan financier qui est entre les gens, etc., il y a quand même une règle, et on peut l'appeler religieux ou on peut l'appeler moral, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une règle qui dit, quand on prête l'argent, il faut prêter 1 franc et ramener 1 franc. Où est la propagande? Puisque c'est comme ça, c'est pas question de propagande. Alors que vous venez de dire lier la religion aux finances, ça, à mon avis, et je le dis avec tout le respect, c'est la propagande. Comme M. Abbassi dit le terrorisme, moi je peux aller plus loin que vous, M. Abbassi. Est-ce que vous savez qui soutient actuellement la crise américaine? C'est pour vous dire que je ne suis pas sectaire. Ceux qui soutiennent actuellement la crise financière américaine sont les pays de pétrole. Oui. Ce sont eux qui soutiennent la crise, mais ils ne le disent pas parce qu'ils ont la trouille. Parce que si l'Amérique affaiblit, eux, leur avenir est incertain. C'est incertain. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que le peuple ne peut plus supporter des seigneuries parasites d'argent qui accumulent, je cite le journal du 13 octobre, dans les comptes, écoutez bien, Léa, et Abbassi, c'est pour vous dire qu'il ne s'agit pas de dire islam, etc., pas du tout. Est-ce que vous savez que dans les comptes privés à code secret, 4800 milliards, et dans les entreprises et dans les transactions, etc., et dans les actions de bourse, 2500 milliards. Et ça entre des gens, n'est-ce pas, qui regardent la misère et qui exploitent les autres, qui considèrent les autres comme des esclaves, et même des Arabes. Vous comprenez, il y a des Arabes qui vont de l'Afrique du Nord travailler, etc.,
Moi, je connais quelqu'un, bon, c'est un ingénieur, etc. Et le type lui a dit, tu me laves la voiture. Il lui a dit, moi, je te lave la voiture, et puis il a quitté immédiatement la zone. Vous comprenez? Donc, le problème, vous comprenez? Donc, le problème, ce sont des gens, d'ailleurs, ce sont eux qui ont le mal de toute cette crise. Je suis arabe, et c'est ces gens-là qui sont la base de tous les maux financiers en Occident actuellement, et il y a des officines occidentales, n'est-ce pas, qui marchent avec eux pour exploiter le peuple occidental, américain et européen, qui marchent là-bas dans la main, vous comprenez? Monsieur Malouf, Monsieur Abbassi, sous le contrôle, certainement il est au courant, Monsieur Malouf dont on entend parler, il a toutes ses antennes dans les pays de Golfe. Vous comprenez? Il rafle les milliards, etc., pour tromper les gens. Vous comprenez? Donc voilà le problème. Alors voilà, donc le problème, c'est pas parce qu'on a cité quand même le problème financier entre gens et entre sociétés, etc. C'est pas la peine de tromper les gens avec des intérêts, etc. Et après, les pauvres, ils sont en prison ou avec le juge, etc. Mais, par exemple, dans le système financier en musulman, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, c'est tout, point. C'est pas question de propagande. Bernard, bonjour. Ah, oui? Léa, nous avons Bernard avec nous. Bernard, bonjour Bernard. Oui. Bernard? Oui. On vous écoute, allez. D'accord. Oui, alors moi je voulais dire, pour la crise économique en Amérique, la crise économique et financière qu'on connaît, il suffit d'écouter les émissions de BFM d'ailleurs là-dessus pour avoir des points clairs et objectifs. La crise financière qu'on connaît actuellement vient de l'Amérique, hein, et vient des banques américaines qui ont prêté à tir larigot sans vérifier la